prépare. Plein de débats à suivre sur ce plateau, pour le bonheur bien sûr du football guinéen. D'abord, on parlera de la natation. La Guinée se prépare pour organiser la CAN de natation en eau libre. Une première en Afrique parce que c'est la première fois que l'Afrique d'ailleurs connaît cette compétition et c'est la Guinée pour la première fois qui va organiser cette compétition. Pratiquement 54 nations sont attendues. Est-ce la fédération prête pour accueillir ces différentes nations? L'État a tout mis en place pour que la Guinée, en tout cas, gagne ce pari. On en parlera avec la présidente de cette fédération sportive et nationale. Et puis, à suivre le débat, bien évidemment, autour du contentieux Guinée-Tanzanie, après l'audience. Eh bien, on attend encore la décision, bien sûr, du tribunal arbitral et du sport. L'OTAS, les amoureux du Curon retiennent leur souffle. Donc, les représentants du Sili ont-ils bien défendu le dossier de la Guinée devant le tribunal arbitral du sport? Alors, sur ce plateau, avec mes co-animateurs Mamadou Boy Diallo, et puis notre ami Bangoura, vont en tout cas vous aider à mieux comprendre les dessous de ce contentieux. Depuis plusieurs années, la Guinée est dans la dynamique de se doter des stades et non des moindres à dimension internationale. À ce jour, les travaux évoluent à grands pas. Cette semaine, donc à la demande des autorités sportives, une inspection de la CAF a été faite pour orienter l'État guinéen à mieux travailler selon les critères bien sûr de la Confédération africaine de football. Au stade du 28 septembre de Conakry, il y a quoi à s'inquiéter selon, et bien sûr les premières remarques, vous aurez tout comme information, et puis on ira à Cancan pour parler également du comportement antisportif, et bien du cas suivi d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas pour le moment pointer un doigt accusateur soit à Milo ou à Kria, mais ce qui est quand même à retenir, c'est vrai, il y a eu un comportement antisportif qu'a connu et qui a subi également le Wakria Athletic Club de Bokeh. Les joueurs ont été agressés et il y a eu, et bien sûr, les cas de blessures. Donc, le service des sports d'ailleurs condamne fermement ces agitations. On en parlera pour que la Ligue soit quand même édifiée, mais aussi aide. Et bien sûr, le Wakria à être établi parce que c'est bien une situation qui n'honore pas le football guinéen. Mesdames et messieurs, voilà entre autres ce qu'on peut en tout cas parler pour le moment comme information sportive. Et puis on parlera également de la boxe avec à la clé un Guinéen pour le moment qui se fait en tout cas remarquer sur la scène internationale. Il a été champion lors d'un tournoi à Dakar. C'est bien notre ami Mamadou Bissirou Bari. Lui, il fait la boxe professionnelle. Donc il a remporté un tournoi à Dakar. On parlera également de son parcours. Sur ce plateau, ils sont là, fin prêt. Bangoura, bonsoir. Bonsoir Djibril, bonsoir à nos millions de téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir pour moi de me retrouver à nouveau sur ce plateau pour parler de notre passion commune. Alors, de l'autre côté, la présidente de la Fédération guinéenne de natation, une dame de fer, voilà, qui est sur ce plateau. La Guinée organise une compétition et c'est pas mal de pays qui seront en Guinée, 54 pratiquement en tout cas annoncés, mais des pays qui vont venir avec des athlètes étouffés. On verra en tout cas avec elle. Madame, bonsoir. Bonsoir Monsieur Djibril, bonsoir tout le monde et bonsoir à l'Afrique, à tout le monde entier. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Si. De l'autre côté, Mamadou Boy, bonsoir, le patron de Reflet Guinée. Bonsoir. Madame, d'abord félicitations pour cette initiative parce qu'on pense que organiser une compétition, il faut forcément des moyens. C'est vrai, ça vient aussi, certes, les moyens doivent forcément accompagner l'organisation, mais d'abord c'est la volonté. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous par rapport aux préparatifs? Vous avez d'abord fait une conférence de presse pour annoncer l'ouverture de cette compétition. La date est déjà connue. Où en sommes-nous par rapport aux préparatifs? Écoutez, M. Djibril, d'abord nous sommes à 4 jours de l'événement, 4 mois de l'événement, puisque c'est du 28, 29 au 30 novembre 2025. Du côté des préparatifs, je peux vous assurer que ça a avancé, puisqu'il s'agit d'abord de préparatifs de la ressource humaine, surtout les arbitres chez nous qu'on appelle des officiels, qui souvent nécessitent d'une mise à niveau, puisque en matière de natation en eau libre, il faut une trentaine d'arbitres quand même
un minimum en tout cas de 25. Et souvent, quand on organise des événements pareils, il y a d'abord des arbitres, des officiels internationaux qui viennent à 2 jours de l'événement pour appuyer les officiels locaux. Donc, point de vue ressources humaines, je peux dire que ça a avancé. Les athlètes, il y a depuis 5 mois, ils sont en camp d'entraînement. C'est vrai, dans des difficultés, dans des conditions très difficiles, puisque c'est le petit bassin de Marokana qui fonctionne, qui est entretenu. C'est dans ce petit bassin qu'ils s'entraînent, avec beaucoup d'éducation physique et de réchauffement et des courses. Côté point de vue matériel qu'on doit utiliser en matière de natation en eau libre, par anticipation, la Fédération aquatique a commandé la majorité du matériel qui est arrivé aujourd'hui, mais qu'on doit récupérer. Il y a un tiers, un tout petit lot de matériel que nous sommes obligés malheureusement de fabriquer localement. Notamment, il s'agit des bouées de balisation, mais ça même avec des espèces de des gros fûts, on peut c'est quelque chose qui est faisable. Le plus important, c'est arriver sur Conakry déjà. Et ça, je le dis et je le répète, que c'est la fédération, par précaution, qui a anticipé et qui a commandé un lot important du matériel et au nombre des membres de l'équipe nationale. Alors, madame, la question qu'on se pose, parce que c'est vrai, vous avez peut-être anticipé de parler tout ce qui est pour le moment comme perspective, mais aussi des bonnes visions pour la bonne réussite de cette compétition. Ceux qui nous regardent d'abord se posent la question, comment la Guinée a pu candidater pour avoir l'organisation de cette compétition? Qu'est-ce qui a rassuré la Confédération pour au moins vous donner l'organisation de cette CAN? Bon, je peux vous assurer que la Guinée a été toujours motivée pour participer, pour être présent lors des meetings internationaux, ce qui est important. C'est-à-dire même quand l'État y fait, à travers le département en charge des sports, il fait ce qu'il peut. Mais nous, en matière de natation, c'est plus de 15 rencontres internationales au courant de l'année. Mais on prend ce qu'on peut. Mais le plus souvent, quand c'est organisé au niveau zonal ou au niveau de la Confédération, la Fédération aquatique s'arrange à envoyer au moins 2 athlètes et un technicien, ou un responsable et un athlète. Donc on a été présent, et la Guinée est vice-présidente de la Confédération africaine de la zone 2, constituée de 24 pays ou 25 pays. Et ça, c'est à travers ma modeste personne. Et chaque année, nous organisons des formations, parfois en ligne, parfois en présentiel, 2 fois en présentiel, des responsables sur la bonne gouvernance et sur comment on appelle ça, mise à niveau des entraîneurs à tous les niveaux, niveau 1, 2, 3. C'est grâce à ce dynamisme, à le programme qui est, n'est-ce pas, qui est tout ce qui a été programmé, on arrive au cours de l'année, nous arrivons vraiment à l'exécuter à 95%. Il y a M. Boy qui nous demandait tout à l'heure, est-ce qu'on a fini tout ça? Je dis, en principe, il y a une seule activité qui reste, c'est le championnat national interscolaire. C'est un peu difficile de mettre main sur les écoles, mais on se dit que d'ici le 9 décembre, il faut organiser cette dernière activité, et que plus tard le 10 décembre, on essaie d'élaborer notre rapport annuel. Donc, c'est ce dynamisme, c'est en tout cas la positivité au sein de la fédération. Ensuite, on a essayé quand même d'organiser 3 fois les championnats d'Afrique de natation zone 2 qu'on n'a pas réussi parce que le bassin
Notre bassin n'est pas opérationnel. Oui, Ou ne répond pas aussi. Nous ne répond pas au standard, n'est pas standard il y a longtemps. C'est suite à des réflexions menées au sein même du bureau exécutif, donc quand même je suis la deuxième personnalité. À un moment donné, on s'est dit, mais au niveau africain, au niveau de la zone 2, des 24 pays. Mais remarquez que sur les 54 pays, la zone 2, en matière de natation, c'est la zone la plus importante. D'ailleurs, le président de la Confédération africaine de natation, Africa Aquatics, le président est de la zone 2. C'est le Sénégal, le président Mohamed Diop. Donc, au niveau de cette zone 2, il n'y a que 3 pays qui ont des piscines standards. Parce que si au début, il y avait une dizaine de pays, au dernier moment, la Fédération internationale de natation demande à ce que les piscines olympiques, c'est-à-dire les piscines de 50 mètres, soient dotées des tableaux électroniques, des plots électroniques. Justement. Et c'est ce qui fait, si vous remarquez, régulièrement, Ghana est en train d'organiser, parce qu'à l'occasion des Jeux africains passés, le gouvernement a eu le temps vraiment de mettre... de doter le pays quand même en infrastructure. De doter le pays. Quand vous voyez leur nouveau stade, à l'occasion de l'organisation de ces Jeux africains passés, ils ont profiter pour mettre le maximum d'infrastructures de toutes les disciplines au sein du stade. Donc pratiquement, il n'y a que le Sénégal, le Nigeria, le Ghana qui ont des piscines standards. Donc à un moment donné, les membres du bureau exécutif se sont dit essayons de séparer les compétitions, les championnats d'Afrique de natation en eau libre et les championnats d'Afrique de natation en bassin ou piscine, que ça soit zone 2 ou que ça soit toute l'Afrique. Alors, Madame la Présidente, merci d'ailleurs pour l'audace, parce que c'est l'Afrique qui se donne rendez-vous en Guinée pour une première fois. Et tout à l'heure, dans votre intervention, je sens que vous êtes un peu réticente par rapport à ces préparatifs. Il faut oser de le dire, parce que nous parlons d'une CAN, on ne parle pas d'un tournoi zonal. Qui parle d'une CAN parle de toute l'Afrique. Et l'Afrique a 54 nations, même si ce n'est pas les 54 nations qui vont participer. Alors, ma première question, c'est de nous dire réellement, sans en tout cas risque de se tromper, où nous en sommes aujourd'hui avec les préparatifs globaux, pas seulement sur le plan ressources humaines, mais l'ensemble de ces préparatifs. Parce que quand c'est une CAN, en réalité, la visibilité devait au moins se faire sentir, que les médias en parlent comme ce que nous sommes en train de faire, que tout le public guinéen soit informé. Donc, en tant que première autorité de cette fédération aquatique, où nous en sommes avec les préparatifs globaux? Ça, c'est ma première question. Sincèrement, c'est une belle question. Et ici, devant le monde entier, devant toute la Guinée, vous me le posez la question, mais à longueur de journée, ceux qui sont proches, parfois même ceux qui ne sont pas proches, mais quand ils entendent que la Guinée organise, ils posent la même question. C'est vrai, c'est avec grand plaisir et honneur qu'on a appris que le gouvernement a accepté, que le gouvernement et son premier ministre, le président de la République, tout le monde a accepté le projet, le programme, n'est-ce pas? Mais jusqu'à là où nous sommes, on n'a pas eu un franc. Je vous ai dit tout de suite que nos équipements, les 2 tiers des équipements sont arrivés de la France et que les 1 tiers, bon, c'est pas grand truc, qu'on va le faire localement, mais rien ne peut marcher sans argent. Jusqu'à ce que là où je suis, on n'a pas reçu un franc de la part de notre département de tutelle. Et là, quand même, on espère. J'ai juste une deuxième question. Oui. Aujourd'hui, on sait que le problème d'infrastructure se pose avec acuité en République de Guinée. Et qui parle de natation, forcément fait allusion à un bassin ou à des bassins homologués. Alors, c'est une CAN qui va se tenir ici à eau libre. Dites-nous concrètement, et sur cet aspect-là, infrastructurel, qu'est-ce qui a été fait? Parce que
si l'État, jusqu'à maintenant, moins de 4 jours, les lignes n'ont pas bougé. Non, vous savez, autre question, madame, peut-être pour vous situer, parce que la question qu'il veut savoir, c'est vrai aujourd'hui, vous avez parlé des problèmes de bassin, mais la compétition c'est en eau libre. Où ça se passera. Oui. Voilà, c'est qu'il faut expliquer, il faut comprendre que c'est différent. Quand on dit dans le bassin de Maracana. On s'entraîne à Maracana pour aller disputer la compétition. À Soro, bien. Peut-être qu'on ne médiatise pas tous nos déplacements Conakry-Kassa, mais souvent les équipes sont allées vers Kassa. Oui. Même demain, ils sont en réunion à la piscine, c'est pour aller à Kassa pour... les entraînements. Oui, les entraînements. Ils s'entraînent, oui, parce que, vous savez, l'eau salée et s'entraîner en piscine, c'est pas la même chose, vous comprenez? Mais disons, c'est une chance que la Guinée a. On peut faire la natation en eau libre au niveau des rivières, des lacs, les mers. Et la natation en eau libre, il n'y a même pas de règlement, pourvu que tu rentres le premier. Le départ, c'est vrai, il faut aller au même moment. Mais si tu veux faire la nage brasse, si tu veux faire la nage libre ou le crawl, si tu veux faire le dos crawlé, parce qu'à un moment donné, là, on sait que la nage la plus rapide, c'est la nage qu'on appelle la nage libre ou la nage crawl. Mais à un moment donné, quand tu avances, tu es fatigué, tu peux souffler légèrement avec les autres. L'essentiel, c'est d'arriver en premier. Oui, mais ça veut dire que n'importe qui, c'est une discipline que même mondialement, on réfléchit à l'heure là. Et c'est beaucoup, il y a la Coupe du monde de natation. Régulièrement, chaque 2 mois, c'est dans un autre pays. Et avec des primes élevées comme ça. Alors, pour le cas de la Guinée, qu'est-ce qui est mis en place comme pactole pour le pays ou en tout cas l'athlète qui va remporter la première place? Non, je pense qu'il y a 2 semaines, on a été invité ici avec notre DTN adjoint qui vous a dit que tout se résume en 3 ou 4 courses. Il y a la course de 3 km femmes, 3 km hommes, 5 km hommes, 5 km femmes. Et il y a le relais, 2 filles, 2 garçons. Vous partez en relais et un relais de 3000 km. Okay. D'accord. Et l'équipe qui rentre en première position, c'est l'équipe qui remporte. Pour ce début, quand on vous dit la première Coupe d'Afrique de natation en Afrique, la confédération, les membres de la confédération se sont réunis. Ils disent de commencer par un montant de $14,000. Ça veut dire que ces $14,000, il y a un dispatching entre les 3 premiers de 5 kg femmes, 3 kg de 5 kg hommes, 3 kg femmes, 3 kg hommes, le relais, n'est-ce pas? Et le dernier jour, c'est ce qui fait la beauté de l'événement. Il n'y a pas de prix, mais c'est une course qu'on appelle course communautaire. Quand vous remarquez la traversée Dakar-Gorée, ils ont commencé avec un petit nombre du monde. Actuellement, il paraît que tu as plus de 100 pays qui arrivent juste pour participer. Souvent, le plus souvent, ils le font le 28 septembre qui arrivent. Et nous aussi, on se dit un jour, pourquoi pas Kassa Conakry. Surtout qu'on nous a indexé quelques rares jeunes à 2 comme ça, là, qui peuvent vraiment traverser. Et ça n'a même pas besoin de style, quoi, pour dire c'est beau, c'est pas beau, il faut avancer. Voilà, oui. Alors peut-être un mot sur les pays qui ont confirmé leur participation, parce que vous l'avez rappelé tantôt, on est à J-4. Quels sont les pays qui ont confirmé? Et après avoir organisé cette CAN, quelles sont les retombées pour la Guinée? La première retombée, d'abord, c'est la motivation, c'est, comment on appelle ça, la promotion de la natation en eau libre. C'est promouvoir la natation en eau libre, c'est... Les rencontres de natation en eau libre sont beaucoup plus intenses que les rencontres en bassin. Mais vu que c'est ces derniers temps qu'on a réellement, que l'Afrique a commencé, c'est ce qui fait que c'est la première coupe. Donc on va motiver Kassa. Vous êtes témoin, ça fait 10 ans que nous fréquentons Kassa. Kassa Soro. Et on essaie quand même de sanctionner ces critériums par des enveloppes symboliques. Et donc c'est motiver d'abord Kassa et le reste
en tout cas leur faire comprendre d'abord que de toutes les disciplines, la natation c'est la discipline la plus complète et que ça ouvre l'esprit, ça rend l'enfant courageux, endurant, intelligent, et puis c'est de voir que comme ça se fait en Europe, là, la natation pour tous, que même les vieilles personnes, qu'à un moment donné, ils sont conscientisés que s'ils ont l'asthme, que s'ils ont, comment on appelle ça, les maladies telles que les diabètes, que, en tout cas, on peut utiliser l'eau, on peut nager. Quand tu es dans l'eau, c'est tout le corps qui travaille. Et la natation n'est pas que compétitive, elle est sanitaire. C'est l'un des sports le plus complet. C'est l'un des sports le plus complet. Mais madame, rapidement. Les pays qui ont confirmé d'abord. Voilà, la question. Oui, les pays qui ont confirmé, il y a une vingtaine de pays à peu près. Je peux vous dire tout le Maghreb à part la Tunisie. Mais bon, la Tunisie, disons le président qui était là, il a eu quelques problèmes, donc c'est tout le système qui a été, je crois, sanctionné, je ne sais pas. La fédération. Alors, oui, la fédération, il y a 2 ans. Maintenant, il y a l'Égypte, il y a l'Algérie, il y a le Maroc. C'est côté Maghreb, il y a le Nigeria quand même, c'est un pays de nageurs aussi au niveau de la zone 2. Il y a le Sénégal, le Togo, le Mali, le Kenya, parce que nous-mêmes nous venons de Kenya là. Ils ont organisé la même chose, mais c'est les championnats d'Afrique de natation. Là, c'est les médailles, c'est prix, c'est-à-dire quand ça commence avec la Guinée et c'est le Bénin, c'est le Togo. Ouais. En tout cas, il y a une vingtaine. Maintenant, il y a qui a confirmé ça. L'Afrique du Sud avait présenté une athlète, c'est celle que je vous ai montrée à poster. Oui, elle est médaillée d'or d'Afrique. Ouais. Mais à date, ils sont montés au nombre de 7. Ils ont augmenté, ils veulent découvrir la Guinée. Je vous ai expliqué qu'il y a même un média sud-africain qui souhaiterait avoir un partenaire pour que l'émission soit transmise en direct. Là, ils viennent au nombre de 7 avec 5 athlètes quand même. Alors, madame, et 4 athlètes, 5 athlètes. Madame, moi, mon inquiétude, nous sommes à J-4. Vous êtes la présidente de cette fédération. C'est vous qui organisez. J'ai envie de vous entendre sur la logistique et l'aspect sécurité. Parce que c'est une CAN. Et quand on parle de CAN, c'est qu'il y a un ensemble d'aspects qui a englobé. Nous avons écrit au ministère des Sports. Le ministère des Sports a écrit à toutes les entités concernées, que je parle de la protection civile, d'ailleurs, qui vient de recevoir un lot important de matériel qu'on doit utiliser qu'on utilise en mer, qui vont nous fournir, comme ils l'ont fait lors des championnats nationaux en eau libre le 6 juillet passé, on était avec le ministre. Et souvent, dans le comité d'organisation, il y a non seulement la Marine nationale, bien sûr, un ou des représentants de la protection civile, parce qu'on a écrit au ministère de la Sécurité, au ministère du Transport, pour la société navale, parce qu'il faut un certain nombre de navettes, vu que le ponton de Kassa, d'ailleurs c'est pas Kassa, c'est Soro, et là on veut faire la compétition, la plage Soro est beaucoup plus proche du village Soro, où il y a un ponton, et entre ce ponton là et le site, il y a juste une quinzaine de minutes de marche avec un vraiment site touristique. Ouais. Par là, la mer, de l'autre côté, les roches et tout. Donc, de ce côté-là, on a démarché à notre niveau, hein, mais même le département, ils l'ont fait. On a eu des réunions pas mal de fois avec le secrétaire général, avec le ministre. Ils ont écrit à toutes ces entités. Même ce matin, on était, comment on appelle ça, en ligne avec un certain nombre des membres du comité d'organisation et la société civile. Pour nous dire ce qu'on doit leur donner pour qu'eux aussi, de leur côté, soient efficaces. Quand on a organisé les championnats nationaux, ils étaient là. La protection civile était là en nombre. Et la marine nationale, franchement, c'est une coordination ministérielle.
Okay. Rien, c'est pas au Je pense que même le directeur national des sports qui était à la conférence avait donc rassuré sur ce point, que toutes les dispositions étaient déjà prises. Oui. Le ministère de la Défense ainsi que celui de la sécurité était déjà Alors, parce que vous savez, on a tellement de sujets à débattre sur ce plateau. C'est une occasion pour nous d'avoir la présidente de la fédération pour parler de cette compétition à venir. Alors, madame, pour finir rapidement, qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour ne pas qu'un jour qu'on dise, voilà, on a organisé et que soit il y a eu un problème de décaissement ou il y a eu, parce qu'on a vu ici par le passé, il y a eu des compétitions qui ont été organisées en Guinée, même pour faire le défilé, il y avait des athlètes qui n'étaient pas du tout bien habillés. Donc il y a tous ces problèmes. Et surtout voilà, qu'est-ce que vous avez besoin le nombre d'athlètes guinéens qui vont participer à cette CAN. Côté guinéen, combien d'athlètes vont participer à la CAN? Pratiquement tous les athlètes, bon, beaucoup d'une 47, mais vous savez, en matière d'eau libre, c'est autour de 12 personnes comme ça là. Mais pour motiver la jeunesse guinéenne, il y a ce qu'on appelle la dernière course, la course communautaire. Là, tous nos athlètes vont compétir. On va essayer d'habiller tout le monde, ils vont compétir. Et ça nous permet du coup d'avoir des découvertes, des jeunes talents. Comme la dernière fois, on a eu un petit de 12 ans, on n'en revenait pas, et qui est issu de la communauté de Soro. On ne savait même pas que du Soro, un petit peut faire la nage libre et taper des garçons de 14, 15, 16 ans comme ça, là. À date, ce que moi je pourrais demander au président de la République, si ça a réussi, au président de au président de la République, au gouvernement et son premier ministre, M. Amadou Ouri, et notre ministre des Sports, c'est franchement de tout faire, de mettre l'argent à disposition, parce qu'on sait que sans les moyens, rien ne peut. Oui, parce que bon, on peut aller vers la société navale, mais pour le déplacement, il faut bien mettre de carburant. Il faut récupérer les gens à l'aéroport et les bus, il faut bien carburer. On va parler de la logistique tout à l'heure. Parce qu'il faut beaucoup d'eau. Non seulement l'hébergement, le transport. Oui, on a démarché au niveau de beaucoup de sociétés des eaux quand même pour... C'est un peu cela. Alors, madame, on reste que de vous dire merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Peut-être finir par apprendre à ceux qui nous regardent que la fédération a déjà changé de nom. C'est maintenant la fédération aquatique de Guinée. De Guinée, oui, c'est justement. Donc la compétition commence à partir du 26. C'est la date, le 28. Le 27, c'est une réunion technique. C'est là où les techniciens seraient. C'est une réunion technique comme toute autre discipline pour vraiment caler. Et quelque chose, quand on cale quelque chose, le 27, c'est calé. Voilà. Le 28, la compétition. Le 29, la compétition. Le 30, tout finit. Le 1er, les invités rentrent. Voilà, donc c'est un peu cela, mesdames et messieurs. Ceux qui veulent suivre cette compétition, c'est bien de l'autre côté. Voilà, sur les îles de l'Os, donc ce sera bien sur la Soro. Voilà, on peut partir et suivre ceux qui sont aussi comme une question de visibilité, soit des sponsors. Voilà, la fédération est là pour vous. Merci. Oui. Voilà. On leur demande de venir vivement. On ne sait pas qui d'abord est le sponsor leader de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, il n'y a pas de publicité gratuite. Non, c'est pas de publicité gratuite. Est-ce que madame la présidente, la fédération a réussi à décrocher quand même quelques sponsors? Les sponsors arrivent. Mais on est sûr à 2 jours, on saura toujours, parce qu'on a vu comment on appelle ça, le reportage du ministre qui est passé. Donc on dit, après le passage du ministre, des sponsors voyants vont venir. Merci bien, madame. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une courte pause et derrière, on se retrouve pour parler maintenant de la boxe, parce qu'il y a de quoi aussi à dire sur ce plateau avec un jeune Guinéen, mais aussi une autre compétition en guise de récompense pour les jeunes qui ont été récompensés lors du Nimba d'or ici en Guinée. Tout de suite, on se retrouve. Du retour sur ce plateau pour parler maintenant de la boxe professionnelle. Il est sur ce plateau l'un des athlètes, un jeune Guinéen qui a représenté dignement la Guinée lors d'un tournoi international de boxe pro à Dakar qu'on appelle le DD des styles. Alors lui, c'est bien Mamadou Bissirou Bari.
Mamadou Bissou, bonsoir. Oui, bonsoir mon cher. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Voilà, félicitations pour votre prix et aussi votre trophée, parce que vous avez remporté une compétition à Dakar, ça n'a pas été facile. Parlez-nous d'abord de votre joie, parce que remporter une compétition, il faut d'abord un certain nombre de principes, mais aussi de préparation. Également, et là avant de commencer, je tiens à vous remercier et de m'avoir invité ici. Et je remercie aux gens qui m'ont vraiment rendu ce service, les personnes de bonne volonté, parce que pour être là aujourd'hui, ça a été un soutien d'abord. Okay. D'accord. Ce joie d'abord, c'est que je représentais son pays, c'est que pour moi, c'est une fierté pour moi, avec le cœur plein d'amour et plein de fierté. Donc je suis parti au Sénégal pour ce combat. Alhamdoulilah, grâce au soutien des personnes de bonne volonté, et j'ai pu décrocher et venir avec la victoire dignement et de façon fière. Félicitations. Merci beaucoup. Nous avons devant nous un jeune athlète, il n'est pas peut-être bien connu par le public sportif guinéen. Moi, peut-être la curiosité, avant que vous nous posiez la question de savoir comment vous êtes devenu d'abord un athlète professionnel, parce qu'il y a une fédération en Guinée. Est-ce que c'est ici que vous avez commencé? Est-ce que c'est ici que vous pouvez? Voilà, comment tout a été peaufiné avant de représenter la Guinée à l'international? Et là, avant de commencer de ce côté aussi, merci pour cette question. La boxe, je l'ai commencé ici, en Guinée, seulement que j'ai eu la chance d'apprendre ce sport grâce à mon cher frère, mon cousin qui est décédé, peu à son âme, qui était boxeur, qui m'a appris à boxer, grâce au courage qu'il m'a donné, et puis il m'a fait savoir qu'un jour je serais quelqu'un dans ce sport, grâce au courage et la détermination qu'il voyait en moi. Donc j'ai suivi ses conseils, je me suis battu, je suis déplacé, je suis sorti après sa mort, donc je suis déplacé, je suis parti au Maroc. Okay. C'est là où j'ai continué à m'entraîner avec des entraîneurs, avec des entraîneurs de plus d'expérience, Là, je me suis entraîné, j'ai continué les entraînements et l'apprentissage. Et c'est grâce à ces gens que j'ai pu grimper. Je suis reparti à Dubaï. Et quand je suis parti à Dubaï, j'ai toujours continué, puisque ça c'est ma vie, quoi. C'est un travail, c'est un travail dont j'ai opté, et c'est la passion pour moi. Donc c'est plus qu'un rêve. Vous voyez, surtout représenter mon pays, venir avec des médailles, un jour devenir champion du monde. Donc il me fallait continuer. Donc j'ai continué à Dubaï, j'ai fait des combats et j'ai remporté les victoires. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas venir ici en Guinée et me faire connaître en tant qu'un boxeur guinéen. Donc puisque je représente ma patrie. Donc il me faut venir ici, me présenter et me faire connaître et chercher du soutien et un bon accompagnement, puisque un jour on parlera de la Guinée grâce à moi, comme les autres boxeurs guinéens qui sont à l'international. Donc je me suis dit il faut venir, donc c'est ce qui m'a poussé à venir ici. En moi, quand je suis venu, ça n'a pas été facile pour moi. Donc j'ai pris pas mal de temps, j'ai perdu quelque chose de 2 à 3 ans sans monter sur le ring, mais avec le courage que j'ai toujours eu grâce à mon frère, paix à son âme, et le courage que j'ai toujours eu, la détermination, puisque je sais ce que je veux, je sais pourquoi je suis dans ce sport. Donc j'ai toujours continué de m'entraîner, toujours continué de garder la forme. Donc aujourd'hui, j'ai eu ce combat, j'ai eu à participer à ce combat grâce aux personnes de bonne volonté, à mes entraîneurs, mes bons entraîneurs que j'ai rencontrés ici, qui m'ont vu en 2023 ici lors de la compétition Fight for Africa. Ah oui. Puisque là je devrais boxer, mais j'ai pas eu la chance de monter sur le ring, mais j'ai été présenté au peuple guinéen en tant qu'un heavyweight prospect, un futur champion des poids lourds, champion guinéen des poids lourds. Donc, et c'est là où plein de personnes m'ont vu pour une première fois. Donc et me voir aussi sur le ring à l'international, aller représenter la Guinée, représenter la couleur de notre chère patrie, c'est que c'est avec fierté, avec plein d'amour, avec toute une détermination. Là, je ne sais même plus quoi vous dire, mais il faut être patriote. Voilà, vous voyez.
Personnellement, on te félicite parce que merci, avoir le courage vraiment de venir après ces péripéties, vous revenez combattre pour le pays, avoir un trophée des médailles, c'est être vraiment grand. Alors vraiment, merci. Voilà. Je pense que d'ici, c'est quelqu'un qui est courageux. Je pense que dès après son retour de Dubaï, moi j'ai eu l'opportunité de le rencontrer pour une interview. J'ai senti à lui de la détermination. Et entre-temps, moi je le voyais circuler par exemple entre Matoto et la place de la Kamaen, où il s'entraînait régulièrement. Je ne suis pas surpris des résultats obtenus aujourd'hui, surtout qu'il s'est fait accompagner par quelqu'un d'expérimenté comme Tanta, que je salue de passage. Donc, ce qu'on va lui dire, c'est de continuer dans ce sens. Aujourd'hui, il y a quand même des difficultés en termes d'infrastructure, en termes d'organisation interne, permettant donc le développement rapide des athlètes. Mais il faut toujours continuer à travailler et espérer, parce que avec ces opportunités, je pense qu'il y a de quoi donc à se réjouir. Ok, voilà. Oui. Merci d'avoir, on tient à le féliciter. Moi, j'ai envie de savoir, parce que quand vous prenez un peu la boxe guinéenne aujourd'hui, et en tout cas, ça risque de me tromper, c'est l'une des fédérations souvent où il y a quelques remue-ménages au sein entre les acteurs qui dirigent cette fédération. Mais vous, en tant qu'athlète, cela ne vous empêche pas de vivre au dépend de votre passion, parce que la preuve en est que vous avez participé à un tournoi. Donc, dites-nous concrètement. Peut-être que c'est sous la coupole de la fédération. Justement. Merci pour cette question. C'est une question que j'ai toujours voulu poser ici, sur le plateau. Et je réponds à cette question avec joie. Pourquoi? Puisque moi, je sais ce que j'ai vécu ici. Si j'ai assisté à ces combats, à cette compétition, avec toute une fierté, c'est grâce à mon coach Tanta, qui est dans le bureau. Genre, si je vous parle de ce bureau, c'est un bureau, c'est une fédération qui a été classée, qui a été mise à côté, une fédération qui a été minimisée, une fédération qui cherche vraiment à faire grimper les boxeurs guinéens. La boxe, aujourd'hui, la boxe professionnelle et la boxe amateur est très différente. Il y a une différence, c'est que la boxe professionnelle, il faut une ligue professionnelle pour ça, qui est chargée de la boxe professionnelle. Donc il faut un président d'une ligue professionnelle qui va juste gérer les professionnels. Voilà, exactement. Donc la ligue, la fédération, la boxe amateur doit être aussi gérée par une fédération. Voilà, exactement. Ah, okay. Exactement. Et vous avez participé à un tournoi professionnel. Sous quelle coupole? Parce que c'est la question qu'on se pose. Moi, je sais qu'ils sont tous des Guinéens. Ils œuvrent ensemble pour le rayonnement de la boxe. Mais sauf qu'à des moments donnés, il y a souvent des conflits d'intérêts et des guerres d'ego. Mais dans l'intérêt du sport guinéen, nous voulons conjuguer le même effort. Exactement. Maintenant, ce que moi j'ai envie de savoir, vous êtes un boxeur professionnel et vous avez rappelé tout à l'heure, il fallait forcément il faut une ligue professionnelle. Alors, vous avez participé à ce tournoi à titre individuel ou au nom d'une structure qui relève en tout cas de la Fédération guinéenne de boxe, et vous avez votre équipe managériale à part. Ok, là, c'est ce que je veux vraiment vous faire savoir, que la boxe professionnelle et la boxe amateur, c'est différent. Pourquoi? Parce que quand on parle de la boxe professionnelle, on a une équipe à part. Moi, le boxeur, mon entraîneur, mon manager, et voilà, mes kinés, ainsi de suite, quoi. Mon équipe. Vous voyez? Donc ça n'a rien à voir avec la boxe amateur. Donc si je me suis déplacé ici pour aller assister à ce combat, ce tournoi international de la boxe professionnelle, c'est avec mon équipe. Voilà, qui m'a soutenu. Donc ce bureau qui m'a soutenu, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc je suis quitté de Dubaï jusqu'ici, c'est dans le but de continuer ma carrière professionnelle ici à l'international. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est un peu ça. Donc, les gens qui m'ont vraiment soutenu, qui m'ont poussé, qui m'ont aidé grâce au soutien et au contact, puisque pour faire la boxe aujourd'hui, il faut le contact, il faut un management, il faut une équipe. Voilà. Oui. Donc, sur ce plateau, il n'y a pas de polémique, on a compris. Voilà, c'est ce que je veux dire. Pas la Fédération guinéenne de boxe amateur qui vous a fait. Non, j'ai une équipe à part. Très bien. Alors, on va maintenant parler de cette compétition. Merci. Cette compétition. Voilà. Combien de pays ou combien d'athlètes ont pris part à cette compétition et comment ça s'est passé? Là, ces compétitions s'est très bien passé, seulement qu'il y a eu des gens de Guinée-Bissau, de Sénégal même, il y a eu des gens de Gambie,
et des gens qui sont venus même du Liban et d'autres personnes qui sont... Voilà, en fait, je ne peux pas tout vous expliquer, mais il y avait plusieurs boxeurs professionnels, il y avait plusieurs athlètes qui sont venus, voilà, des différents pays. Oui, donc également que ça s'est très bien passé, puisque, alhamdoulilah, on est parti avec toute une détermination, on est venu avec la victoire. Mais pourquoi avoir attendu autant de temps pour participer à une compétition? C'est puisque parce qu'il n'y avait pas d'opportunité ou c'est parce que le manager ne faisait pas son travail? Non, c'est que c'était pas un cas de manager, c'est que c'était une situation un peu compliquée, dont je vais pas toucher cela. Très bien. Puisque alors on a compris ça, c'est un problème personnel. Voilà. Alors rapidement, aujourd'hui, vous êtes en Guinée. C'est quoi maintenant votre situation actuelle? Est-ce que vous êtes rentré définitivement ou bien vous êtes dans un pays? Non, actuellement si je suis là, c'est pas pour rester définitivement en Guinée, puisque étant un athlète, un boxeur d'abord, perdre 2 ans ou 3 ans dans son sport, dans sa carrière, c'est de perdre beaucoup. C'est trop. Donc si je suis là, je sais que la boxe professionnelle n'est pas développée ici en Guinée, ce n'est non pas du tout développé, il n'y a pas de ligue professionnelle ici. Et donc j'ai eu la chance assez que je sois accompagné par des personnes, un exemple par Coach Tanta qui connaît vraiment le circuit professionnel, qui a une expérience vraie élevée, que j'ai beaucoup rencontré à l'international bien avant que j'arrive là, et qui m'a vraiment aidé à ce que je puisse, que je rentre dans le circuit et recommencer à être actif dans mon travail. Vous insistez toujours sur l'effort de vos athlètes. Votre rapport avec le ministère aujourd'hui? Voilà. Donc aujourd'hui, le rapport avec le ministère, avant, d'abord, je tiens à vous informer que depuis que je suis quitté le Sénégal, d'abord, j'ai pas eu à rencontrer le ministre, et que j'ai reçu une médaille venant du ministre ici en Guinée. C'était le 25 mai passé. Oui. J'ai eu à faire il y avait une gala là-bas. Ça c'est... Voilà, exactement. Ça c'était à la Blue Zone de à la Blue Zone de Kaloum, exactement, dont j'ai fait un combat avec un Sierra-Lionnais. Donc je l'ai mis KO en premier round. Donc j'ai reçu ce médaille. Donc je pensais que j'allais avoir une chance de le rencontrer, mais seulement que je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas rencontré. Mais c'est aussi pas mal pour moi, puisque je continue toujours de travailler, je continue toujours d'avancer dans mon travail. Et ce que je soutiens, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est un grand soutien, un immense soutien, un soutien vraiment fort, pas seulement pour moi, mais pour tous les boxeurs guinéens qui veulent vraiment réaliser leur rêve dans ce sport. Donc c'est un peu ça. Mamadou Bissirou Barry évolue dans la catégorie poids lourd. Exactement. Donc, les jeunes qui sont aujourd'hui amoureux de cette discipline, vous avez encore un chemin à faire pour arriver aussi à ce niveau, parce que être un boxeur professionnel, ça demande les préparatifs. Alors, votre mot de la fin rapidement, peut-être un message à l'endroit des autorités, mais aussi à vos amis qui veulent aussi pratiquer, mais qui veulent devenir aussi professionnels. Ok, vous savez, aujourd'hui, être là, c'est d'abord un grand courage. Être devant vous, aujourd'hui, c'est d'avoir un grand courage, une très forte détermination. Voilà, et le message que j'ai à lancer aujourd'hui à mes chers athlètes, pas seulement les boxeurs, il y a les footballeurs, il y a tout un groupe de différentes disciplines qui est là en Guinée. Mais rien n'est difficile, rien n'est facile, rien n'a été facile. Pour être grand, il faut continuer de travailler, d'avoir une très forte détermination. Mais ce que j'ai aussi plus à dire, c'est qu'il faut un grand soutien derrière tout cela. Donc je demande à ce que le gouvernement nous vienne au secours, et aussi à ce qu'ils puissent aider les boxeurs, puisque aujourd'hui la plupart des gens qui boxent aujourd'hui en Guinée, c'est les enfants des pauvres. Car ils sont dans une situation très difficile. Je vous remercie. Je remercie à toute la Guinée, et je remercie aux gens qui m'ont vraiment fait ce soutien, qui m'ont vraiment aidé à être là aujourd'hui, puisque si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est grâce à une personne de très bonne volonté, et qui aime vraiment ce sport, le sport que je fais aujourd'hui, le sport de combat, la boxe. Et monsieur le général Malik Diakité,
je le remercie. Je remercie M. Diawadouba. Je remercie vraiment BoxFit pour les entraînements et la détermination de nous avoir aidés pour tous ces préparatifs, puisque ça n'a vraiment pas été facile. Je remercie à mes entraîneurs. Je remercie à mon entraîneur, coach Tanta et coach Siré. Je remercie à toute la Guinée et de nous avoir suivis aujourd'hui. Et vraiment, je vous demande aussi beaucoup plus de soutien, beaucoup plus de force, beaucoup plus d'accompagnement, puisque c'est la Guinée qui gagne. Voilà. Et c'est la Guinée qui gagnera pour toujours. Voilà, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris. Alors, Mohamed Bangoura, également notre ami Tchernoboui, c'est vrai, aujourd'hui, on parle de la boxe professionnelle, mais aussi à la boxe amateur en Guinée. On l'a rappelé tout à l'heure avec la Fédération guinéenne de boxe. Vous le savez, quand le Nimba d'or a été organisé, cette fédération aussi a été distinguée parce que on parle aujourd'hui de l'accompagnement, c'est parce qu'il y a des fédérations aujourd'hui qui sont fait aussi remarquer sur le terrain, donc il y a eu des sacrifices qui ont été décernés. Et la remise de ces sacrifices, c'est vrai, la fédération a profité de l'occasion pour organiser un petit gala à l'esplanade du stade du 28 septembre de Conakry pour encourager mais aussi accompagner ces jeunes athlètes pour dire oui, ce que vous faites peut-être dans l'ombre, ou l'ombre voilà aujourd'hui, est reconnu par les structures des structures vraiment qui organisent des soirées de récompense. On a vécu ces moments, certes vous étiez de la partie, je pense que c'est une bonne initiative aujourd'hui de le faire parce que ces jeunes, partout où ils sont, ils veulent aujourd'hui pratiquer cette discipline. Djibril, tu le sais pertinemment qu'il n'y a pas de grands journalistes sportifs sans les grands événements. Nous sommes les témoins oculaires des événements sportifs. C'est pourquoi l'association de la presse sportive a organisé le Nimba d'or spécial et lors de cette cérémonie, il y a eu des fédérations nationales sportives qui se sont démarquées parce qu'en Guinée, il y a une quarantaine de fédérations et parmi elles, il y a beaucoup qui se bougent sur le terrain. Donc, en guise de récompense, d'encourager, parce que quand on parle de remise des trophées, les gens pensent souvent à des enveloppes, ils pensent souvent à des parcelles de terre. Mais nous, à notre façon, nous sommes des journalistes, on n'a pas suffisamment de moyens, on se cherche nous-mêmes. Mais vu que nous les accompagnons à travers nos micros, à travers nos caméras, à travers les reportages ici, nous sommes dans l'obligation de témoigner combien de fois ces athlètes-là méritent d'être célébrés. Et comme souvent on aime le dire, célébrons-nous vivants. C'est pourquoi cette association a organisé cette cérémonie et que la Fédération guinéenne de boxe a eu des médaillés. Alors pour arroser ces différents trophées-là, il y a eu ce gala qui a été organisé sur l'esplanade du stade 28 septembre, une façon de les motiver, de les encourager, parce que imaginez, on sait les conditions dans lesquelles nos athlètes ici s'entraînent, dans les conditions dans lesquelles ils abandonnent tout pour vivre aux dépens de leur passion, même si par après c'est des gens qui meurent à petit feu, ils ne sont pas considérés, ils ne sont pas célébrés à leur vivant, mais nous avons décidé de rectifier le tir et moi je trouve une initiative très salutaire. Surtout cette cérémonie a été organisée en collaboration avec le département en charge des sports et on ne peut que les encourager, surtout continuer à multiplier ces arts d'événements pour que chacun de ces athlètes puisse au moins trouver sa place dans la société. Oui, rapidement. Non, moi j'ai toujours dit que nous-mêmes, journalistes, nous devons prendre conscience et l'État doit faire de même. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours privilégié le football. Alors que depuis l'indépendance, le football ne nous a pas donné grand-chose. Aujourd'hui, vous prenez des pays comme le Ghana, comme l'Afrique du Sud. C'est une discipline qui montre, qui met en valeur ce pays. Il va falloir qu'à un moment donné, qu'on choisisse le droit chemin et qu'on répare cette injustice. Aujourd'hui, vous prenez ce que vous pouvez financer pour un simple match amical de Sili national, vous donnez ça à une fédération comme la Fédération guinéenne de boxe, et vous pourrez quand même fonctionner pendant minimum 3 mois sans problème. Donc il faut qu'on s'organise et que nous-mêmes nous pensions à mettre en lumière des gens qui s'y comme aujourd'hui Bissirou. Bissirou doit être un modèle. Quand il passe à la télévision, il y a des enfants qui vont regarder aujourd'hui Bissirou, qui vont s'inspirer. Mais est-ce que tous les médias vont faire la même chose? Et de ces fédérations aussi qui doivent aussi s'activer, ne pas attendre qu'il y ait des sorties à l'international pour aller au ministère, courir par-ci et par-là, dire que on a tel nombre d'athlètes. Parce que c'est ça aussi le problème du Guinéen. On attend qu'il y ait les compétitions internationales pour sortir, alors qu'il y a des possibilités quand même de faire de l'animation. Vous pensez, prenez aujourd'hui les sports de combat.
leur compétition, ne dire qu'une semaine. C'est pourquoi moi j'ai discuté récemment avec un président de fédération, il dit, vous les médias, vous nous accompagnez pas trop. Il dit, on vous accompagne à la hauteur du travail que vous êtes en train de fournir. Votre championnat, pendant toute l'année, en 2 jours, vous n'avez en 3 jours. Vos activités ne durent que 3 jours. Ouais. Pendant ces 3 jours, on met focus sur vous. Mais quand ça passe, c'est presque fini. Ouais, donc, à vous de prendre des dispositions pour faire de l'animation à la base. Aujourd'hui, il y a possibilité d'organiser dans chaque commune, par exemple. Ouais. Donc, pendant chaque trimestre, organiser des compétitions sur le plan local pour mettre en valeur le sport en question et aussi encourager les jeunes à s'intéresser à cette discipline. Aujourd'hui, si tu vois qu'il y a le football qui absorbe la plupart des jeunes, c'est parce que c'est le football qui est médiatisé, c'est parce que c'est le football qui est plus actif. Aujourd'hui, tu ne vas pas dans un quartier sans voir des enfants en train de jouer, que ce soit sur la terre battue, que ce soit, et certains même bloquent la circulation pour jouer au football sur la chaussée. Parce que les jeunes ont l'envie. Alors que d'autres disciplines comme la boxe pourraient faire la même chose dans un petit périmètre encadré, on peut le faire. Voilà, d'une part, c'est que moi, j'ai compris quelque chose tout dernièrement. Pourquoi? Puisque après ce combat, le combat que j'ai fait, le quartier où j'habite, les gens, ils ne savaient vraiment pas. Ils ne savaient pas que je suis boxeur, mais depuis qu'ils ont vu ce combat, les enfants, ils veulent toujours le faire. Ils veulent faire ce sport, mais comment le faire? Vous avez gagné qui? Non, lors de ce combat au Sénégal, puisque c'était en direct sur Eric 5 TV, vous voyez. Qui était votre concurrent, je veux dire? C'était Fallou Thiam, un Sénégalais, un boxeur sénégalais qui boxait là-bas au Sénégal, un champion au Sénégal. Donc, puisqu'ils ont vu vraiment que je l'ai mis KO en deuxième round, ils étaient vraiment étonnés. Puisque les gens, ils ne savaient pas que je suis boxeur. Pourquoi? Puisque il n'y a pas de médias, il n'y a pas d'aide. Les gens, ils m'ont jamais vu. Et donc, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ce soutien, grâce à votre soutien. Donc, c'est un peu ça, s'il parle d'accompagnement, c'est grâce à tout cela. Voilà. Donc, vraiment, je vous remercie une fois de plus. J'oublie pas, et je remercie aussi le général Thiam. Je le remercie vraiment, puisque ça fait rire un peu. Pourquoi? Non. Oui, excusez-moi, s'il vous plaît. Parce que vous avez beaucoup remercié. Oui, il faut remercier. Pourquoi? Puisque moi, c'est ce que j'ai traversé dans ce pays. C'est bon. Je sais. Donc, ça me touche vraiment à ce que je représente mon pays à l'international et que je viens à l'aéroport, personne ne vient. Seulement que ces gens. Donc, quand je le remercie avec tout ton amour. Ok, c'est compris. C'est compris. Félicitations pour ce que vous avez pour la Guinée. On fera notre mieux pour aussi trouver une audience avec le ministre des Sports. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une courte pause et derrière on va se retrouver pour la suite de cette émission Sport Dimanche. Retour sur ce plateau pour parler encore des sujets d'actualité sportive. Mesdames et messieurs, on parle maintenant des Jeux islamiques qui s'est déroulé en Arabie Saoudite où Issa Gassila était envoyé spécial. Donc les rideaux sont tombés sur cette compétition. La Guinée a été représentée par des athlètes. Donc plusieurs athlètes sont partis avec des disciplines. Voilà, Issaga est en ligne depuis l'Arabie Saoudite. Issaga, bonsoir. Bonsoir Djibril, bonsoir à tout le monde. Voilà, Issaga, vous êtes en direct sur les antennes de la télévision nationale. C'est vrai, vous êtes en Arabie Saoudite pour les Jeux islamiques. Donc aujourd'hui, la Guinée a été représentée. On a vu la prestation de nos athlètes, Fatoumata Balé, qui a remporté des médailles. D'abord, parlez-nous un peu le bilan de cette compétition avant de revenir sur les médailles et autres aspects. Bon, le bilan de cette compétition, comme vous l'avez dit, les 6e Jeux de la solidarité islamique ont pris fin le samedi dernier à Riyad dans une ambiance festive teintée de tradition arabe avec des colonies de 57 délégations présentes à Riyad qui ont pris le départ dans le village olympique même pour mettre le cap au centre-ville où la cérémonie devrait se dérouler. Comme prévu, toutes les délégations étaient présentes et le porte-drapeau de la Guinée, contrairement à l'ouverture, c'était Fatoumata Balé. À la clôture, le choix des organisateurs, je dis bien,
est tombé sur le jeune karatéka Mohamed Touré, donc qui a porté le drapeau en sa compagnie. L'équipe de handball féminin qui avait pris part à ces Jeux, et toute cette délégation, on peut dire que les Jeux se sont très bien déroulés. Pour retiendrer que en termes de bilan, puisque vous nous parlez de bilan, la Turquie a pris la part du lion avec 150 médailles, 35 en or. La deuxième place revient à l'Ouzbékistan, 93 médailles, 30 en or. Je dirais bien que la Turquie a eu 150 médailles, 35 en or. Et puis l'Ouzbékistan a eu 93 médailles, 30 en or. Et puis troisième au total, le pays organisateur, l'Arabie Saoudite, qui a eu 74 médailles, et puis 30 en or. L'Iran également n'est pas resté en marge des médailles. L'Iran également qui a eu 70 médailles. Puis la Guinée, vous allez me poser la question, occupe quelle place? La Guinée classée entre 5e avec une médaille en bronze, donc remportée par Fatoumata Palé, médaillée d'or aux Jeux de la francophonie à Brazzaville, médaillée de bronze également aux Jeux africains d'Accra et médaillée de bronze aux Jeux de la solidarité islamique à Riyad. Grosso modo, ce fut une belle participation guinéenne, puisque les 57 pays qui ont participé, tout le monde n'a pas eu au moins une médaille, et si la Guinée a eu cette médaille, et je pense qu'on pouvait avoir également 3 médailles, puisque le karaté a frôlé 2 fois le bronze avec Anne Keta et Mohamed Touré qui était le porte-parole des drapeaux. Donc de justesse, les deux ont raté après des prouesses en tour éliminatoire qui ont éliminé chacun d'eux les éléments avant de se retrouver en finale de bronze, d'être éliminé. Puis pour la karaté, la jeune karatékate, à savoir Anne Keta, elle a battu son propre record puisqu'elle a réussi à éliminer la championne du Cameroun qui est championne d'Afrique en la matière. Donc ceci dit, la Guinée n'a pas été ridiculisée à ces Jeux. Nous avons participé. La solidarité islamique aux côtés de la Oumma islamique, aux côtés de nos co-religionnaires, avec des pays observateurs qui ne sont pas islam mais qui sont venus en observateur. Ce fut une très grande fête islamique des Djibril. Voilà, alors peut-être maintenant les deux sont attirés pour qu'un jour la Guinée aussi soit sur le trône. Quand on parle, si vous voulez, que la Guinée soit championne, voilà, où occupe la première ou deuxième place de ces compétitions. Oui, effectivement, l'ambition de tout un chacun qui veut évoluer, c'est toujours engranger des points pour être parmi les meilleurs, la tête de peloton. C'est vrai, nous participons à beaucoup de compétitions. Pierre de Coubertin a dit l'essentiel, c'est de compétir. Mais cette doctrine ou ce dicton n'est pas tellement à la mode au XXIe siècle. Il faut participer pour engranger des médailles afin que le drapeau rayonne davantage. Donc, ceci dit, les leçons à tirer, je pense qu'il va falloir mettre beaucoup d'infrastructures sportives en place parce qu'on remarque qu'il y a un décalage entre nos athlètes et ceux avec lesquels ils sont confrontés parce que vous n'êtes pas sans le savoir que le niveau qui est très très élevé à ces Jeux, il faut le reconnaître. Il y avait des mondiaux qui étaient là-bas et souvent les Guinéens sont confrontés à ces mondiaux. Quand les mondiaux les battent, on remercie les Guinéens parce qu'ils ont fait des prouesses pour continuer à compétir. Quand vous êtes battu par un homme qui a le record mondial, vous continuez la compétition et lui, il va au panier. Donc c'était là le format. Je vous dis que même le jeune lutteur Ismaël Kamara qui était parti, effectivement, il a compétit en préliminaire, il a battu le Soudanais. En deuxième sortie, il est tombé sur un citoyen de l'Ouzbékistan qui était du haut niveau mondial. Quand il a éliminé, le Guinéen a été repêché pour jouer la finale du bronze. Ça veut dire que ce n'est pas le talent qui manque, ce n'est pas la volonté qui manque, mais il y a une sorte de manque d'infrastructure qui joue. Et souvent sur nos athlètes, nous on les accompagne à longueur de journée, on sait de quoi ils nous parlent, de quoi ils se plaignent. Donc ceci dit, en plus l'organisation des voyages doit être musclée parce que le judo, sur la discipline sur laquelle on comptait, pouvait, si le judo compétissait, au moins décrocher une médaille. Parce que la preuve est que les judokas sont partis à l'Open du Cameroun, vous avez vu les médailles qui pleuvent là-bas. Et c'était l'écurie, la meilleure écurie que la fédération avait sélectionnée pour venir à ces Jeux. Dommage,
pour une question de planning, de vol, d'organisation, hélas encore, dommage, de maladies liées à certaines femmes parmi eux, 2 femmes qui étaient déjà retenues, Marie Brancer et Mariana STS n'ont pas pu compétir. Finalement, le Chili n'a pas compétit. Donc, la préparation, l'organisation des voyages doit être prise au sérieux parce que quand on va à une compétition de haut niveau, il faut mettre les atouts de son côté. La diplomatie guinéenne est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Vous êtes avec nous à longueur de journée dans les différents pays. Et désormais, les diplomates guinéens se soucient de la délégation guinéenne, même si on nous dit souvent que le Conakry n'informe pas pour dire que nous venons. Avant, on disait non, je ne sais pas si vous venez, hein, on nous abandonne. Mais aujourd'hui, par tous ces derniers temps, vous parlez, les diplomates guinéens recherchent la délégation guinéenne et puis on laisse l'arbre de l'air à la famille, on s'occupe de tout. Aria, ça a été le cas. Parmata Balé qui a décroché la médaille de bronze a été reçu par notre chargé d'affaires, M. Diakité, avec tout le message allant dans le sens de l'honneur au nom des autorités de Conakry, du président Mamadi Doumbouya, puisque l'ambassadeur est le représentant du chef d'État, toute une délégation de Guinéens travaillent à Riyad et également de la délégation venue du Conakry. Ça a été un moment de réconfort moral pour tout le monde. Et puis nous sommes partis à Djeddah. À Djeddah, on a le consul général, M. Savané, et son bouillant attaché, M. Ousmane Traoré. Ils se sont entièrement mis à la disposition de la Guinée et ils venaient souvent suivre pour Riyad les compétitions de handball. Les membres de l'ambassade venaient suivre les matchs de handball à Riyad et puis à Djeddah pour le rituel islamique, comme vous le savez, on a fait la Oumra. Et arrivé à Djeddah, ils nous ont recherchés, ils se sont très bien occupés de nous et avec des mots doux et avec des traitements vraiment dignes des Guinéens. On s'est senti qu'on a eu une représentation diplomatique à Riyad et également à Djeddah. Je m'en voudrais si je ne mettrais pas un point sur cet aspect patriotique, cet aspect responsable de nos diplomates désormais à l'étranger qui, heureusement, jouent désormais leur rôle et s'occupent très bien du problème des Guinéens. Et ils se portent très bien là-bas entre les Guinéens, ils sont bien organisés en communauté, aucun problème. Ça, chapeau pour la mission diplomatique à Riyad, chapeau pour le consulat général à Djeddah. Merci à vous, Issaga. À très bientôt. À très bientôt. Voilà. C'est vrai, vous avez suivi Issaga Silla qui est actuellement en Arabie Saoudite, Monobouy. C'est vrai, les islamiques, pas de commentaires, on est parti pour une question de solidarité. On a remporté quand même des médailles, pas être seulement des... Une médaille. Voilà, une médaille. Ouais. Une médaille de bronze. Ouais. Ça déjà, c'est un plus. Ouais. Ouais. Je pense que on dit qu'à chaque voyage, on apprend. C'est pour cela qu'on participe à ces compétitions. C'est important de prendre part à ces rendez-vous. Voilà. Oui, c'est important le fait de participer, mais à des moments donnés, il faut forcément tirer les leçons parce qu'il a rappelé, on avait plusieurs disciplines, notamment le hand qui a fait une prouesse, mais qui a été stoppé dans son élan. Oui. Et sûrement, une fois qu'on a crié, les vraies leçons seront tirées pour qu'on puisse s'illustrer pour la prochaine édition qui est prévue et en 2026 parce que ça va être la 7e édition. Voilà, ça va être la 7e édition, mesdames et messieurs. Alors pour finir rapidement, parce qu'on est pris par le temps, la radio et la télé, c'est aussi le temps. C'est vrai, il y a eu une visite avant de parler de cette situation, d'abord parler du championnat, mais aussi ce comportement antisportif, je peux le dire, des supporters bien sûr du milieu de Cancan, voilà, envers les joueurs du Wakria Athletic Club de Bokeh. D'abord, il y avait une délégation, voilà, une équipe de la CAF qui était à Conakry, qui séjournait en Guinée dans le cadre d'une inspection, Mamadou Boyi, pour un peu voir l'état d'avancement des travaux des deux stades. D'abord, le stade du 28 septembre de Conakry. D'abord, on était ensemble, vous, Mohamed Bangoura, on a vu les différentes remarques. Vraiment, moi, Djibril, je suis déçu de ce qui se passe actuellement parce que tout ce qui a été dit, c'est comme s'il faut encore refaire. Djibril, nous étions ensemble pendant 2 jours. On a commencé par le stade à 28 septembre. Certes,
certes, l'expert de la CAF qui est venu n'est pas venu pour les deux stades, mais parce qu'il est venu uniquement pour le stade 28 septembre. Ouais. Maintenant, c'est une fois sur le terrain qu'il y a eu une autre doléance formée par le ministère afin qu'il puisse élargir à son champ d'action jusqu'au niveau du stade général Lansana Conté. Ouais. Mais à travers les constats que nous avons notés du côté du stade 28 septembre, et on se rend compte que nous sommes encore loin de l'essentiel. Moi, je l'ai toujours dit, certes, il y a une société de la place qui travaille, mais ceux qui sont intermédiaires, qui sont aujourd'hui en face, ils sont en train de mentir au PDG de cette société, parce que nous avons fait le tour complet. Imaginez, de midi jusqu'à 19h, on était en train de rouler entre les coins différents, c'est-à-dire coins et recoins du stade 28 septembre. Les anomalies sont très nombreuses. Oui, mais est-ce que ces anomalies, on peut peut-être imputer ça, on peut par exemple à l'entreprise. C'est pas l'entreprise a travaillé sur. Laisse-moi aller au bout de mon raisonnement. Quand je dis qu'ils sont en train de mentir au PDG de cette entreprise, certes, il y a un cahier de charge qu'il faut forcément remplir. C'est la réalisation, la rénovation, c'est en fonction des exigences. Maintenant, nous avons un point focal à la République de Guinée. C'est l'occasion pour moi de rappeler son nom. Il s'agit bien de Mohamed Lawal. Donc, à chaque fois que les travaux avançaient, il venait faire des recommandations. Lui, il s'est limité même à cette recommandation pour un début. Parce que depuis le mois de juin, il n'était plus associé. Donc, il s'est limité à cette recommandation. Mais sauf que, par rapport à la pose même des sièges, il a été le premier à dire que non, il y a problème. Alors, il n'a pas été écouté. Quelles sont les remarques, les remarques? D'abord, au niveau des sièges, il y a un espace, il y a un trou sur le banc sur lequel les sièges là sont posés. Le monsieur, l'expert de la CAF a dit qu'il faut trouver une solution parce qu'il faut penser à l'aspect sécurité. Ouais. Maintenant, parce que c'est mis sous forme de oui, c'est structurel. Voilà. Donc ils ont envisagé quoi? En cas de poids, vu qu'ils ont trouvé que c'était déjà structurel, ils ne pouvaient rien faire, ils ont imposé les sièges. Étant donné que lui-même il a dit, est-ce que vous avez pensé qu'un spectateur peut venir avec une arme? Il est mécontent, il cause des dégâts. Donc, où il peut faire un mouvement et que ses pieds se retrouvent en bas de cet espace-là. Parce qu'il y a des trous. Donc, c'est des choses à corriger. Maintenant, quand on est parti au niveau des vestiaires, le carrelage est fait de telle sorte que ce n'est pas des antidérapages. Et tout le mouvement des joueurs pendant le déroulé de la rencontre, ça se fait en position horizontale. Il y a même des piliers là-bas. C'est que quand tu fais des mouvements, tu es obligé de te courber. Il dit il faut revoir, il ne faut pas mettre le carrelage en profondeur ici. Il faut carrément casser et reprendre. Maintenant, au niveau des sorties de joueurs. Oui, au niveau le tunnel. Parce que ce qui est prévu, avant, tout le monde le sait, depuis 1964 que le stade a été rendu opérationnel, c'est que les joueurs sortaient par le côté latéral. Et maintenant, selon les recommandations, il faut que ça soit une position centrale. Donc, il faut forcément casser et que le tunnel soit là. Et il a dit, vouloir casser, ça va non seulement réduire le nombre de places assises. Parce que ce que les gens doivent comprendre, nous avons les stades de catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, catégorie 4. En Afrique, pour le moment, je n'ai pas encore connaissance d'un stade qui a une catégorie 4. L'idéal recherché, c'est d'avoir un stade de catégorie 2 ou 3, où on peut aller de 20 000 places à 30 000 places. Et nous, le stade 28 septembre, avant sa rénovation, c'était 25 000. Maintenant, on a ramené à 18 000 places. Alors, si ça doit être un stade de catégorie 3, il faut y travailler. Et vouloir casser le tunnel, ça va encore réduire. Même au niveau de la place à premium, on a mis des barbelés et des barres de fer où il a dit carrément, si c'est la même place, c'est le même confort, il faut tout casser. Donc le tunnel, ça pose problème. Comment casser? Parce que ça ne va pas être un travail de 2 jours, ça ne va pas être un travail de 3 jours. Parce que vous savez, l'ancienne configuration, c'est la coopération russe. Et là, ils ont fait de telle sorte qu'il y en a, c'est pour 100 ans de garantie, plus de 100 ans de garantie. Donc vouloir casser ça, ça va encore jouer sur le temps. C'est pourquoi ceux qui sont là à dire que ça peut être livré en 2 mois, 3 mois, moi je reste encore dubitatif par rapport à la livraison. Il y a eu des recommandations, il faut tenir compte de ces recommandations. Parce que même, l'alerte à l'endroit du public, qu'il y a un terme approprié, certes il y a la sono professionnelle qui est installée, mais il doit y avoir ici une alerte pour public, secteur
par secteur pour ne pas qu'il y a panique en cas de danger. Donc c'est des choses où il a beaucoup insisté. Même au niveau de la restauration, au niveau du hall, il a aussi. Donc on peut dénombrer plus d'une 60aine d'anomalies à travers cette réalisation. Mais la société pour le moment, et le ministre même l'a dit, la société a un contrat. Donc après les recommandations qui vont dans le cahier de charge de la société va essayer de corriger ces imperfections. Maintenant, si ça nécessite un nouveau contrat, c'est l'État guinéen et la société qui vont se retrouver autour d'une table pour encore signer un nouveau contrat. Mais pour le moment, la livraison du stade 28 septembre, sans vous mentir, ce n'est ni pour demain, ni pour après-demain. Voilà. Oui, moi peut-être la question dans tout ça, ce qui a retenu mon attention, je dis bien ce qui a retenu mon attention, quand l'expert nous a dit publiquement, il dit, ce que je vous dis, vous n'êtes pas tenu obligé de tenir compte. Mais si vous voulez, gardez le stade comme il est, mais vous pouvez au moins jouer votre championnat de Ligue 1. C'est-à-dire pour le championnat, pas pour les matchs internationaux. Je pense qu'il y a un flou qui règne autour de la rénovation de ces stades depuis longtemps. Parce non, que, pas Nongomé, 28 septembre. Non, je parle des stades. Parce que jusqu'à date, par exemple, on n'a pas vu par exemple un document écrit officiel où par exemple on te dit le coût ce sera combien. C'est le ministre qui sort par exemple pour dire que les deux stades cumulés font 2000 milliards. Donc c'est un peu compliqué. Il y a que c'est l'expert qui a été quand même honnête, qui a été franc, parce que la diplomatie voudrait qu'il n'expose pas toutes ces choses là. Il est venu aider. Voilà, il est venu aider d'autres personnes. Il allait quand même se limiter à la rédaction de ce rapport et déposer à qui de droit. Mais il a informé l'opinion publique que voilà les réalités. Et ça, c'est une aubaine pour nous. On aura de quoi une matière à commenter. Et moi, je me réjouis quand même que le gouvernement s'implique davantage sur le sujet, parce que de la bouche du Premier ministre, il y a quelques jours, il a animé un point de presse. Moi, je l'ai amené à s'exprimer sur la question de ces deux stades. Il a dit que le ministre des Sports a quand même déposé un courrier et il doit y avoir une rencontre entre lui et le ministère de l'économie et le ministre de l'économie et des finances pour voir dans quelle possibilité, dans quelle mesure accélérer les choses, parce qu'il semble qu'il y a un petit blocus. Donc je pense qu'à l'issue de cette rencontre et le compte rendu qui sera fait par rapport donc à l'inspection qui vient d'être faite, il y aura quand même de quoi prendre des dispositions utiles, parce qu'on ne pourra pas continuer éternellement à aller jouer ailleurs. Aujourd'hui, l'on se casse la tête pour dire que non, le Sili national joue toujours ailleurs. On n'est pas qualifié pour une CAN à 24 quand même. Une nation de football comme la Guinée. On en parlera parce qu'il y a pour le moment, pas parce qu'on n'est pas qualifié, mais c'est parce qu'il y a un problème. Voilà, on va dire. Mais du point de vue résultat technique, on n'est pas qualifié pour le moment. On va dire qu'on a encore du chemin à faire. Aujourd'hui, vous prenez le dernier stade construit par le Sénégal. C'est en 17 mois ils ont fait ce stade. Dites-moi, depuis combien de temps les travaux de rénovation, de définition du stade de Nongo ont été lancés? C'était sous l'ère BA, je pense que c'était en août 2023. Je pense. C'est ça. Et jusqu'à date, ce n'est pas encore fini. Alors que d'autres pays sont en train de construire. Et c'était prévu pour 7 mois. Voilà, et des stades sont en train d'être sortent de terre en 17 mois, seulement 17 mois. Et nous sommes incapables de finir un stade pendant 2 ans. Alors qu'on prétendait quand même pouvoir organiser la CAN 2025. Ça démontre encore une fois. C'est une question de suivi. Mais aussi... c'est les hommes qui sont placés devant. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que l'État n'a pas suffisamment de moyens pour investir. Mais est-ce que l'État même a débloqué des montants? Oui, mais avec les différentes sociétés, au début, c'était le préfinancement. C'était le préfinancement. C'est quand le niveau atteint un stade... C'est quand on atteint un certain niveau où l'État maintenant était dans l'obligation de payer. Alors, il sera question peut-être de remettre ce débat-là la semaine prochaine où on pourra avoir le ministre des Sports mais aussi le directeur national des Sports, même l'entreprise afin de venir s'expliquer devant ce public guinéen. Alors rapidement on va avant de parler du championnat national de Ligue 1, peut-être ce contentieux en peu de mots. Aujourd'hui on a suivi aujourd'hui le débat, d'abord la sentence qui est attendue. Est-ce qu'il y a un espoir aujourd'hui, vu que la Guinée est partie avec toutes les armes? Le point de vue résultat technique, on n'est pas qualifié pour le moment. Est-ce que le niveau résultat technique, 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 est-ce que le niveau résultat technique,
Forcément, il y a l'espoir parce que c'est un dossier juridique, c'est argument contre argument, on a déjà dépassé ce stade-là. Et là où nous sommes aujourd'hui, si vous voyez que jusqu'à présent, le verdict tarde à tomber, c'est parce que c'est un dossier aussi très sensible. Et lourd. Voilà. Et là, c'est pourquoi j'interpelle l'État à tous les niveaux de s'y impliquer parce que le football, en tout cas, quel que soit le démembrement du football, ça rime avec des lobbying. Avec la diplomatie, avec des lobbying. Oui, mais donc, les statuts, les textes et statuts. Attention. C'est-à-dire, ce que vous devez retenir dans le football, l'imprévu est prévu. Donc, ça veut dire qu'il y a l'espoir. Mais si vous n'y travaillez pas comme ça se doit, votre raison peut se transformer ici en tort. Donc, on a fourni les preuves. Les Tanzaniens ont fourni les preuves. Et nous avons nos représentants. Il faut continuer à incidenter le dossier, à en parler à tous les niveaux pour que ce verdict-là soit à notre faveur. Plus tard le lundi, on sera quand même situé. Oui, rapidement. Moi, je vais dire tout simplement qu'on croise des doigts pour attendre le résultat. Mais ce sera difficile pour nous de s'en sortir parce que de ma compréhension des règlements que moi je lis, c'est la CAN proprement dite qui est évoquée, pas les éliminatoires. Non, donc ça on dit les phases éliminatoires. Il y a une partie aussi qui en parle. Vous savez, on a dépassé ce stade-là. On est à l'attente. C'est un peu complexe. Croisons le doigt, attendons donc le résultat. On a quand même des avocats qui sont expérimentés, qui ont défendu la Guinée. Croisons les doigts. Espérons que cela va nous permettre d'obtenir le ticket pour la qualification. Mais il faut dire encore une fois que si nous ne partons pas à cette CAN, ce ne sera pas quand même une catastrophe. Parce que sur le terrain, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour quand même obtenir le billet. Une CAN à 24 encore. Encore une fois, moi je continue de le répéter. Si on ne se qualifie pas sur le terrain, je pense qu'on ne le mérite pas tout simplement. Très bien. Mesdames et messieurs, rapidement pour finir le championnat national de Ligue 1, on a joué aujourd'hui 2 matchs. Le Classico guinéen s'est joué entre le Horea et l'AS Kaloum, l'association sportive de Kaloum. Mais à l'arrivée, les Kaloumistes sont partis à Yurkougia s'imposer sur le score de 2 buts, sur le score de 1 but à 0. Donc l'AS Kaloum a battu le Horea sur le score de 1 but à 0. Alors l'autre match, c'est bien la Renaissance aussi qui a été battue par l'ASFAG, l'association sportive des forces armées de Guinée, sur le score de 2 buts à 1. Donc voilà entre autres les résultats. Et le match lors de la 4e journée, parce qu'on parle de la 6e journée, la 5e journée je veux dire, le match qui a opposé Wakria Athletic Club de Conakry et le milieu de Cancan, de Bokeh autant pour moi, et le milieu de Cancan, les supporters de milieu sont mal comportés jusqu'à quand même apporter main sur les joueurs bien sûr de Wakria où il y a eu des cas de blessures. Pour le moment, on peut considérer Milo de Cancan comme des rédivistes parce que la saison dernière, Milo a été sanctionné 4 fois, tenez-vous bien, 4 fois, et cette année encore, c'est le pire qu'on a vu. C'est la Ligue qui doit beaucoup y travailler parce que, surtout travailler en commun accord avec les clubs parce qu'avant la saison, il y a ce qu'on appelle la pré-saison. Donc il faut chercher à discipliner les supporters. Maintenant, vous l'avez dit tout à l'heure, Milo c'est devenu un cas de récidive. Souvent, ça arrive, mais c'est parce qu'il n'y a pas de vraie sanction. Et surtout, je n'ai pas aimé le communiqué de la Ligue si on dit qu'on a aussitôt ouvert une enquête. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir une enquête. D'abord, il faut des mesures dissuasives par rapport à tout ce qui s'est passé. Et surtout, de tels cas, vous avez le club qui reçoit. C'est à ce club-là où l'aspect sécurité, l'aspect organisationnel revient. Maintenant, s'il y a des manquements, il faut s'en prendre à ce club pour un début. Et le reste là, on verra ce qui va censurer. Mais s'il s'agit d'ouvrir les enquêtes comme ça, quand ces enquêtes-là seront refermées. Voilà. La semaine dernière, l'AS Kaloum a fauté, l'AS Kaloum a été sanctionné. Voilà, parce que c'était entre l'AS Kaloum et le milieu de Cancan. On a vu. Donc, en matière de loi, pas de 2 poids 2 mesures. Non, je pense que la Ligue, on pourrait comprendre la démarche de la Ligue, ce n'est pas de prendre des sanctions anticipées. Parce qu'il y a quand même le rapport du commissaire et les officiers de match qui doit venir. Sur la base donc, des informations qu'ils vont recevoir à partir donc, de ce rapport de match, une décision pourrait tomber. Mais il faut dire que sur le stade guinéen, aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, on parlait de l'AS Kaloum. C'était chaud là-bas de ce côté, mais je pense que ces derniers temps, ça s'est calmé. Aujourd'hui, c'est à la Ligue de prendre ses responsabilités parce que l'organisation des matchs quand même, pour le règlement en tout cas qu'on connaît,
c'est le pays, le club qui reçoit, qui doit prendre toutes les dispositions. Et l'aspect organisationnel, c'est avant, pendant et après. Voilà, donc si par exemple, ils n'ont pas mobilisé assez d'éléments pour sécuriser la rencontre, imaginons par exemple si ils ont minimisé l'aspect sécuritaire, parce que moi je considère ainsi. Sinon, comment des supporters peuvent avoir accès à des joueurs? Il y a quand même une grande distance. Si les agents étaient suffisamment en nombre, ils pouvaient quand même anticiper et bloquer, en tout cas ces supporters surchauffés qui n'ont pas l'esprit de fair play. Parce que tout cela est arrivé quand le Wakri a quand même égalisé ce but qui promettait une victoire au Milo quand même, qui est en difficulté cette saison. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mesdames et messieurs. Et ce qu'il faut retenir, en tout cas les clubs connus ici où il y a tellement de tension, le Milo de Cancan, on ne peut pas en tout cas se leurrer la face de le dire. Le Milo considéré comme l'un des clubs rédivistes, parce que je dis bien, la saison dernière le club a été 4 fois sanctionné. Donc si il y a quand même des sanctions à prendre, je pense que pour éviter les cas aussi plus graves que ce qui est arrivé aux joueurs de Wakria, parce qu'il y a eu des cas de blessures, des joueurs ont été blessés, il faut le dire, on a vu des images. Pas de quand même, on ne peut pas, voilà. Non, c'est trop tard, la sanction va tomber. Donc à ce niveau, s'il y a une possibilité, peut-être c'est de faire faire jouer les matchs de Milo hors pays, hors Cancan. Pas de sanctionner c'est-à-dire le stade, mais le Milo peut par exemple venir à Conakry jouer ses matchs ici. Il ne reste que les matchs de la phase aller comme cela. Le Milo pourra au moins avoir la possibilité. Le règlement de la Ligue a tout prévu. Il y a des sanctions prévues pour ces actes d'incident. Très bien. Donc on n'a rien à inventer. Les sanctions seront prises et cela sera appliqué à la lettre. À partir donc du règlement. Très bien. Mesdames et messieurs, voilà comment on se quitte au compte de votre émission Sport et Dimanche. Merci à vous, Mohamed Bangoura. Merci Djibril et bon début de semaine à tout le monde. Merci à vous, Mohamed Boui. Merci, c'est un plaisir de venir à la RTZ. Merci. À Maison Mère. Merci à vous vraiment pour ce service, les deux journalistes, Mohamed Boiba de Reflet Guinée, mais aussi notre ami Mohamed Bangoura d'Étoile TV. Merci à vous, téléspectateurs. Merci à l'équipe de Yamoussa à côté Srata Oulare. Voilà, vous nous regardez à Farana ou encore à Kissidougou. Merci de votre aimable fidélité. On se reprend très prochainement. Bokeh, on arrive pour la finale du tournoi général Mamadi Doumbouya, le président de la République. C'est bien le 26. Voilà, le 26, ça sera Kolabouni et Sangaredi. Les deux équipes vont jouer la finale du tournoi président Mamadi Doumbouya. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir. Komitun kader dena komitun Sini wiyoto osoda na ilam Sini wibila odatna na ilam Sikoyadu erapu osoda ikie Komitun sigodo na chiko gana Komitun sigodo na chiko boidimu
Komitunsi godonati kofita opare. Amadou Kati Alekita. Hey, mon grand Maranzer. Komitun kader de mango komitun. Komitun kader de mango komitun. Komitun kader de mango komitun ne. Singoya du resto come nendido. Kaya ugol plus come nendido. Sika hirde poda come nendido. Komitun mon pied ton pied. Komitun mon pied ton pied. Komitun si de bonati kofito opare. Ikoya du jogol come nendido. Tumale uru jalbi come nendido. Ika boy futa come nendido. Komitun kasheri de ya komitun. Komitun godo gona tatado. Komitun watanda komitun gay. Mimi gainai, mimi yanai. Tino famonira, ikono fotiway. Komitun kadende mako komitun. Komitun darana mo komitun. Komitun watanda komitun gay. Baby Maria, Maria wato olo kogeda. Je suis rentré, je t'ai pas provoqué. Alors ne me provoque pas, s'il te plaît. Pas ce soir, j'ai pas du tout envie. Ne m'énerve pas la nuit là, hein. Tu oublies que je t'ai épousé pour ça. Vas-y, couche-toi, ouais. S'il te plaît, pas ce soir, j'ai pas du tout envie. Tu dis quoi? Et tu sais que